Ce que je vous propose de faire, donc revoir très rapidement ce qui a été dit les fois précédentes, autour de l'enseignement efficace et de l'enseignement explicite, tel que je l'ai présenté la dernière fois. Donc à partir des travaux de John Hassie en Nouvelle-Zélande, mais qui ont été repris au Québec par Clément Gauthier notamment. Premier élément qui a été établi à partir de recherches directement dans les classes et puis d'observation des enseignants efficaces. Efficaces, c'est-à-dire qu'ils font progresser tous leurs élèves, quelle que soit la catégorie sociale d'origine. Donc vous êtes tout à fait concernés par ces questions-là. On a vu que la première compétence de ces gens-là était celle de pouvoir anticiper sur les compétences d'apprentissage visées, et au niveau des gestes professionnels, ce que nous avons dit dans les 2 séances précédentes, c'est de vérifier ce qui est attendu dans les programmes. On a vu la dernière fois en termes de contenu très précis, de manière à couvrir les programmes, mais aussi en termes de liaison d'une discipline à l'autre, parce qu'on sait que souvent les programmes, on les trouve trop chargés, mais en jouant d'une discipline à l'autre, en combinant 2 disciplines, on peut arriver à gagner du temps. Ces gens-là se coordonnent dans un collectif, et vous, c'est au niveau de l'école, de l'établissement, au niveau du réseau, pour organiser des séances et conduire ces séquences-là, que ce soit de la découverte, de la reprise, de l'approfondissement, et puis prévoir des ressources en ligne. On avait vu en quoi, pour les supports de travail des élèves, les ressources en ligne pouvaient être utiles. On avait vu que dans l'Observatoire des pratiques professionnelles de l'éducation prioritaire de Créteil, c'était quelque chose qui était préconisé. Donc c'est quelque chose qui est à garder en tête, à travailler, de manière à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en ligne pour mes élèves qui peut être utile. Deuxième point, on sait que les compétences, la liste des compétences ne suffit pas. Il faut que les élèves puissent avoir une idée claire des critères. Des critères qui permettent d'identifier la progression vers ces compétences. Dans cette précision-là, nous avons vu que les enseignants efficaces essayent de maximiser le temps de travail individuel des élèves, enfin de chaque élève. Ça peut être du travail en groupe, mais que chaque élève soit vraiment au travail et qu'il n'y ait pas que quelques élèves dans la classe qui soient au travail et qui animent la classe. Et puis donc décrire précisément les compétences attendues, c'est un premier point. Et deuxième point, énoncer les descripteurs, on en parlera aujourd'hui. Troisième élément, on rentre dans la classe. Là, on était vraiment dans le travail de préparation avec les élèves. On rentre dans la classe et il faut engager les élèves dans l'activité. C'est votre préoccupation à toutes et tous. Comment est-ce que ces enseignants font pour accrocher l'attention des élèves? C'est pas en faisant quelque chose, comme disent les enseignants, de ludique. C'est pas ça qui intéresse les élèves, qui soit à leur portée. On sait que le ludique et le à leur portée, c'est le danger dans l'éducation prioritaire, parce qu'on peut faire baisser le niveau. Et on s'aperçoit, ça tombe bien, parce que c'est pas ce qui motive les élèves. Ce qui motive les élèves, c'est vraiment d'avoir un défi à réaliser. Donc derrière des consignes explicites, on sait ce qui est attendu. Qu'est-ce que c'est qu'une consigne explicite? On a vu la dernière fois, ça se passe en 3 temps, en début de séance forcément. Mais c'est pas la peine d'être trop long. On se donne un rendez-vous au bout de 10-15 minutes pour refaire un point sur comment est-ce que vous avez compris la consigne et comment est-ce que vous la mettez en œuvre. Et puis 10 minutes avant la fin, 10-15 minutes avant la fin, pour être sûr que tous les élèves arrivent au résultat attendu. Des consignes qu'on fait expliciter par les élèves, mais là encore, sans dire tout de suite, tiens, oui, c'est bien, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais plutôt en renvoyant la question aux autres élèves, en leur demandant ce qu'ils en pensent, en demandant ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, pour qu'ils puissent expliciter comment est-ce qu'ils l'ont compris.
Et puis se garder la possibilité de mettre les élèves non seulement dans des petits exercices qui se suivent, mais aussi dans des projets plus larges, voire dans des contrats de travail qu'ils pilotent eux-mêmes, parce que ce sont des activités dont on sait qu'elles sont intéressantes, ce travail par contrat, ce travail par projet, et qui devrait être présent pour tous les élèves dans la scolarité. De temps en temps, on devrait tous rencontrer ces modalités-là. Quatrième point, une fois qu'on a engagé les élèves dans l'activité, présenter le contenu. Quels sont les supports, les ressources auxquels vous avez droit, qu'il faut aller voir. Là, par exemple, dans la dictée négociée, voilà, vous avez le droit de reprendre les classeurs, tout le matériel. Certains élèves ne se sentent pas le droit de le faire, là on le dit très clairement. Et il y a une partie modelage qui est l'aspect très nouveau de cet enseignement, c'est-à-dire que l'on montre ce qu'il faut surveiller. Quels sont les indicateurs importants? Si la dictée porte sur tel point de grammaire, quels sont les indicateurs? Pourquoi on regarde ça? Comment est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on surveille? Où est-ce qu'on surveille, etc. Et puis comme tous les élèves ne sont pas attentifs au même niveau, compétents au même niveau, prévoir des supports, des coups de pouce que vous allez distribuer au fur et à mesure pour gérer les différences de rythme, les différences de compétences des élèves. Élément suivant donc, de ces pratiques d'enseignement explicite, c'est la pratique guidée. Donc on revient sur les coups de pouce. Dans un premier temps, les élèves sont très aidés, supportés, guidés, étayés. Les enseignants savent que tout ça va disparaître au bout d'un moment, mais n'empêche qu'il est impossible d'apprendre sans guide dans un premier temps. Ces activités guidées, ça se passe comment? En donnant ce rendez-vous. Au bout de 15 minutes, on va se retrouver autour de la consigne. Ça, c'est du guidage. Donner des rôles au groupe et aux élèves dans les groupes. On en avait parlé la dernière fois. L'un de vous avait expliqué comment est-ce qu'il donnait des rôles aux élèves dans les groupes, de manière à bien guider leur travail. Et moi, j'avais rajouté donner des rôles au groupe, de manière à ce que les élèves savent pourquoi ils sont en groupe. En classe de sciences, il y a plusieurs hypothèses concurrentes, on ne sait pas les départager. Enfin, l'enseignant fait comme s'il ne savait pas les départager, bien évidemment, c'est un jeu. Mais les élèves ne savent pas les départager. Si on testait toutes les hypothèses, il faudrait la moitié du trimestre, on ne peut pas. On se partage les hypothèses en différents groupes, et après on confronte les résultats. Et ça, c'est très important d'expliquer aux élèves que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas vous qui donnez des tâches au groupe comme ça, parce que c'est une lubie qui vous est arrivée. Les élèves ont toujours l'impression de ça. C'est une lubie que vous avez et qu'ils doivent faire. Alors que si vous expliquez très clairement que c'est, voilà, comme les scientifiques, ils n'ont pas le temps de tout traiter, ils se partagent le travail et puis après ils confrontent et on fait ça en classe. Pour guider, j'avais parlé aussi de travailler sur des exercices résolus, en plaçant du coup les élèves dans le rôle d'évaluateur. Je vous conseille vraiment d'essayer. C'est quelque chose de très facile à mettre en place et vous allez voir un changement d'attitude de vos élèves, une implication, une mise au travail tout de suite, parce que vous les changez de place. Changer leur rôle. Élément déterminant également, la clôture de la séance, bien évidemment, l'institutionnalisation. On va retrouver le travail sur la consigne, peu avant la fin. On se met bien d'accord, tout le monde a bien compris ce qu'il fallait rendre, et tout le monde avait bien compris au début, mais tout le monde a bien respecté. Quelques minutes avant la fin, rendre explicite ce qui a été appris. On range les affaires, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Et on arrive dernier point, et c'est encore ce qui est spécifique à cet enseignement, sinon vous allez dire,
donc ça ne nous apporte rien de nouveau, c'est pas la peine de faire des conférences là-dessus, hein, c'est que la pratique indépendante vient à la fin. Jusque-là, les élèves ont été étayés soit par des outils, soit par du travail de groupe, souvent par du travail de groupe. La pratique indépendante vient à la fin. Ça peut être une pratique de test, hein, enfin, qui correspond au test, au bilan. Donc là, ce qui est important, c'est déjà quand même de l'avoir anticipé en tant qu'enseignant, donc pendant tout ce qui est guidé, et notamment durant les travaux de groupe, de circuler entre les groupes, d'être attentif à ce qui se passe, de manière à pouvoir adapter son activité aux difficultés des élèves. Et donc anticiper toutes les difficultés des élèves pour pouvoir les réduire au fur et à mesure où elles se présentent. Essayer de coordonner l'aide personnalisée, le travail personnel hors la classe. On donnera un outil tout à l'heure pour faire ça. Essayer de trouver des dispositifs pour concrétiser les progrès. Et on trouvera des dispositifs également pour illustrer et mettre en pratique cette idée-là. Et puis, préparer en classe ce moment de pratique indépendante, surtout si c'est un bilan, surtout si c'est un bilan qui va aller aux parents, de manière à ce que les élèves aient le plus de chances possible de réussir.